Bonjour à tous, merci de votre fidélité. School TV Le Mag, vous le savez, 30 minutes sur la scolarité de vos enfants avec à chaque fois une thématique forte. On va s'intéresser dans un instant à une ville, la 12e ville de France, et c'est avec Alix Nguyen. Salut Alix. Salut Patrice. Tout va bien? Tout va très bien. J'ai hâte de vous parler effectivement de cette ville ô combien magnifique. C'est parti pour le sommet en s'attarde aujourd'hui. Je vous le disais, sur cette 12e ville de France, connue et reconnue pour son art de vivre, je veux bien évidemment parler de la ville de Reims. Quels sont ses choix sur le plan éducatif? Élément de réponse dans un instant. La cité des rois, cité des sacres, labellisée depuis un an, ville 100% artistique et culturelle par l'État. Concrètement, qu'est-ce que ça apporte, ce label, à Reims? Vous le verrez. Et puis, dans la loupe, Alix Nguyen nous dit que Reims aime la culture, mais aussi le sport. Oui, à tel point qu'elle a reçu la finale du championnat de France 2023 de breakdance. Le breakdance, rien que ça. C'est parti, l'expression orale. Et l'expression orale, c'est avec Véronique Marchais. Bonjour Véronique. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes, je rappelle, la première adjointe au maire de Reims, déléguée à l'éducation, à l'école durable et à la jeunesse. Bref, un large périmètre. Comment s'est passée votre rentrée? On va dire plutôt bien. Une rentrée plutôt bien, plutôt classique. On sait que, Reims, je le rappelle, 12e ville de France, avec un gros budget alloué à l'éducation. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors, c'est effectivement le deuxième budget de la ville, un peu plus de 40 millions d'euros. Et puis, voilà. Pour 14 000 écoliers, quoi. Ouais. Oui. 14 000 écoliers, 104 écoles. 104 écoles, effectivement. 9 000 repas produits par jour. En régie. Ouais. En régie, rien que ça. Ouais. C'est quand même pas mal de boulot. C'est un beau challenge. Quelle ventilation pour ce budget, justement, en matière de travaux? Parce qu'on sait que les travaux concernant, effectivement, les établissements de la ville de Reims, ça reste quand même bien une grosse partie de l'équation. Il faut les rénover, et ça se fait toujours, très souvent pendant l'été. Alors, ça aussi, c'est un challenge parce qu'effectivement, la plupart des travaux ont lieu pendant les grandes vacances, au moment où les écoles sont inoccupées. Quelques petits travaux pendant les vacances intermédiaires. Et l'année scolaire finissant de plus en plus tard et commençant de plus en plus tôt, on a 6 semaines. Concentrés, donc c'est un gros travail. J'ai souvent tendance à dire que c'est un peu Tetris entre les agents de la ville, les entreprises qu'on sollicite. Vous avez reçu quelques coups de fil cet été ou pas? Non, ça va. Où je réponds plus. Voilà. Vous pouvez m'appeler entre telle heure et telle heure. Alix? Oui, comment est-ce que vous faites pour gérer justement les coûts croissants des fournitures scolaires, des infrastructures, tout en maintenant des offres gratuites? Ça s'appelle un choix politique. Et le budget de la ville est global, donc il y a quelques délégations qui sont obligées de faire quelques efforts pour qu'on puisse maintenir le budget de l'éducation. Et c'est vraiment une volonté politique qu'il y ait pas mal de choses, je ne dis pas gratuites, mais non facturées aux familles, parce qu'il n'y a rien de gratuit. Il n'y a rien de gratuit, effectivement. En ce qui concerne l'offre, les infrastructures sportives, alors, effectivement, Alix faisait allusion notamment à la crise énergétique et de la flambée des prix, de l'inflation. Moi, je pense très souvent, et on a eu le cas l'année dernière, aux patinoires, aux piscines. Ça va être encore un sujet cette année? Je pense que cette année et puis toutes les années prochaines. Depuis le début? Oui, ouais. Je pense qu'on a vu que le sommet de l'iceberg. Mais effectivement, après, il faut quand même reconnaître que le développement durable, beaucoup de choses ont évolué. Donc des patinoires qui sont de moins en moins énergivores. Donc voilà, c'est toute une équation à mettre en place et puis aller chercher justement les nouvelles infrastructures, l'innovation et puis maîtriser le budget par ailleurs. Donc fermer le chauffage pendant les vacances. Et isoler surtout tous nos bâtiments. C'est un gros travail qui est effectué dans la ville de Reims sur les écoles. On insiste beaucoup sur tout ce qui est rénovation énergétique, avec même des panneaux solaires sur certaines écoles qui permettent d'avoir une consommation même qu'on peut partager avec d'autres écoles si elles sont à moins de 2 km, raccordement sur le réseau de chauffage urbain. Voilà, il y a plein de techniques, ce qui fait que ça nous demande d'être toujours en éveil et puis avoir un coup d'avance, même si possible. Et c'est ce qui est plaisant dans un mandat. Quelle est l'idée, quelle est la vision concernant la ville de Reims? D'être une ville à la fois solidaire et à la fois durable? C'est possible d'avoir ces deux dimensions? C'est plus facile à dire qu'à faire. J'ai l'impression. Il est clair que... Alors, tout est dans l'air du temps, c'est-à-dire tous les citoyens maintenant ont en tête le développement durable, préserver la planète, faire des économies de ceci, cela. Donc c'est déjà, on part avec le même objectif. Maintenant, c'est au niveau de la concertation et puis expliquer beaucoup de pédagogie parce que souvent
les gens, que ce soit enseignants ou familles, ont tendance à dire il n'y a qu'à faire comme ça. Mais non, c'est pas tout à fait comme ça. Du coup, maintenant, je dis il n'y a qu'à faire comme ça. mais non, l'idée, c'est bien de partager, d'expliquer. Je pense que quand on explique aux gens, tout le monde est à peu près en capacité de comprendre. Pourquoi cette rentrée 2023 et plus globalement, je vais me projeter sur 2024, est marquée du saut de l'innovation? Je pense bien sûr à la restauration scolaire. Il y a aussi, et c'est votre périmètre, la valorisation des biodéchets. Parce que, alors ça fait longtemps qu'on cherchait à le faire. Et au niveau de la restauration scolaire, c'était un peu plus compliqué parce qu'il fallait rentrer dans un marché public du Grand Reims. Donc, enfin, nous y arrivons. On avait déjà presque atteint le zéro plastique au moment des repas. Et maintenant, c'est le retraitement. Parce que l'intérêt, c'est pas ce qu'on fait tout de suite, c'est toute la chaîne qu'on doit construire, avec toujours des coûts, bien sûr. Et puis, vous le disiez, qui ne cesse d'augmenter. Mais quand on veut, on peut. Quelle est la pédagogie? Quels sont les choix sur le plan éducatif qu'avait la ville de Reims, que ce soit sur un plan global ou également pour ces quartiers prioritaires? Je crois que vous en avez 7. Oui, effectivement, 7 quartiers prioritaires de la ville. Mais au départ, ça part d'un projet d'éducation du territoire, on appelle ça un PEDT, qui n'existait pas quand nous sommes arrivés en 2014, que j'ai souhaité mettre en place, et pas que pour des raisons financières, parce que beaucoup de collectivités l'ont fait un peu dans ce sens-là, parce que quand on est en accueil collectif des mineurs, la CAF nous promettait des moyens financiers. D'accord. Alors nous, pour le coup, on n'est pas en accueil collectif des mineurs, mais pour autant, on en est à notre 3e PEDT, donc projet d'éducation du territoire. Jusqu'à combien? Jusqu'à quelle année là, jusqu'à 26-27. D'accord. Pour être tranquille entre les élections. Parce que ce qu'on a besoin, c'est surtout pérenniser les choses. Et la continuité, voilà, bien sûr. Et du temps. Donc 3e PEDT est toujours co-signé avec l'éducation. Donc comme ça, on est engagés les uns vis-à-vis des autres. Et nous, notre gestion, c'est le temps périscolaire. On n'influe pas sur les décisions du temps scolaire. Ça, c'est l'éducation nationale. Mais l'idée, c'est d'avoir une continuité, une cohérence, surtout entre les temps scolaires, périscolaires et extrascolaires. Parce qu'on ne peut pas saucissonner, excusez-moi l'expression, un enfant et le siloter de 8h à midi. Il est comme ça. Non, un enfant, c'est 24 heures. Donc, 24 heures sur 24. C'est ça. Et qu'au bout de sa vie, 24 heures sur 24. Et pendant longtemps. Pendant très longtemps. C'est tout le mal qu'on se souhaite. Oui. Mais donc l'intérêt, c'est ça, c'est de mettre de la cohérence, et aussi bien pour les différents acteurs, mais surtout pour l'enfant. Et vous voyez des résultats? Alors, sur le périscolaire, oui. Avec le scolaire un peu aussi, parce qu'on a mis en place à Reims, on a un service qui s'appelle justement service périscolaire, avec 54 agents, et donc des animateurs, coordonnateurs dans chaque groupe scolaire. Et ça, c'est quand même un gros investissement, mais qui est très intéressant, parce que là, pour le coup, entre l'éducation nationale, la ville, il y a toujours un dialogue permanent, et les parents aussi. Donc le fait d'avoir un référent par école, et puis ensuite plein d'animateurs, de vacataires. Comment est-ce que vous impliquez les parents, justement? Alors ça, c'est toute la difficulté. Alors, tout dépend. Vous avez des parents très, très impliqués et d'autres beaucoup moins. Donc en fait, même très, très impliqués, c'est pas forcément mieux que pas impliqués du tout. Oui, s'ils sont très impliqués et très critiques... alors la critique, ça peut être constructif. Hein. On est d'accord. C'est du mal à déléguer, quoi. Oui, c'est ça. Après, ça peut arriver à chaque fois. Alors comment vous dégagez du temps? Est-ce que vous organisez du temps d'échange avec les parents? Et justement, qu'est-ce qu'on retrouve? Quelles sont les questions les plus récurrentes pendant ces échanges entre effectivement les parents et la ville? Alors, c'est donc le rôle des animateurs coordonnateurs. C'est eux qui sont vraiment la clé de voûte entre tous les différents partenaires. Et puis, il y a ce qu'on a mis en place, les environnements numériques de travail, le NT. Maintenant, tout le monde a ça. Et on a une page spécifique périscolaire où on peut avoir cette interaction. Parce que quand chaque parent vient... Il ne faut pas croire qu'il y a un sujet qui va faire consensus. Chacun vient parler de son enfant, de son problème. Mais c'est important, il faut entendre, il faut écouter. Et ça, les animateurs cordos, c'est leur travail. Et puis moi, je fais beaucoup de concertations, expliquer ce qu'est un PEDT, un projet d'éducation du territoire, montrer aux parents que voilà, ça existe, il y a un fil rouge, il y a de la cohérence, parce que les parents, en fait, ont besoin d'être plutôt rassurés, qui n'ont pas vraiment d'animosité envers l'école, même dans les quartiers prioritaires de la ville. Il y a un plutôt bon lien avec l'école. D'accord. Donc l'idée, c'est de le faire vivre, et puis toujours expliquer. 7 quartiers prioritaires, 2 cités éducatives.
un troisième projet éducatif territorial qui est PEDT qui vient d'être là signé. D'accord. Et donc qui courra jusqu'à rentrée 2026, comme ça, en fonction de ce qui se passera, chacun pourra repartir de ce PEDT. Et Véronique Marchais, comment le projet initial de la Croix-Rouge enrichit-il justement le deuxième, celui de la cité voisine, celui des Trois Fontaines Colbert? Oui. Alors, oui, Croix-Rouge, c'est le nom d'un quartier. Oui. Et donc, la deuxième cité éducative, c'est cité Valbaume, Trois Fontaines, enfin voilà, quartier de la ville. Ouais. Alors, c'est pareil, on ne fait pas de copier-coller d'une cité éducative à l'autre. Après, on a un cadre, qui est le cadre de l'État, dans lequel on a accepté de s'inscrire avec toutes les précautions qu'il faut prendre, parce que l'État fait beaucoup d'amorçage. On nous dit pendant 3 ans, faites ceci, cela, on est derrière vous, ou à côté. Et puis au bout d'un moment, débrouillez-vous tout seul. C'est ce qui s'est passé? C'est ce qui pourrait. En tout cas, moi, j'y fais vous très restez, attention. Vous restez sur vos gardes. D'accord. Notamment derrière les annonces qui ont été faites par la Première ministre par rapport aux émeutes. Donc, faire attention de ne pas réinventer ce qui existe déjà. Mais alors, le lien, c'est en fait une méthode de travail. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a coordonné, que ce soit l'éducation nationale, les partenaires comme la CAF, avec les allocations familiales, ou tout le milieu, tout le tissu associatif d'une ville, du coup, c'est plus facile. Mais on ne va pas refaire systématiquement la même chose. Parce que les enfants ne sont pas tous les mêmes. La sociologie, la démographie d'un quartier à l'autre, elle peut être différente. Ouais. Donc, moi, j'aime bien un peu le cousu humain. C'est-à-dire la considération de ce que chaque quartier est, ce que chaque famille est, ce que chaque enfant est, et comment on coordonne. Et l'objectif étant de remplir le plus les besoins, de répondre aux besoins de chaque quartier, voire chaque famille. Et c'est quoi le profil d'un animateur? Comment est-ce que vous les recrutez? Donc ça, c'est recrutement sur les plateformes de la ville. Alors, au départ, ce service, en fait, on a eu... Alors, pour les... Alors, je vais presque dire les moins de 50 ans, qui ont connu les TUC, enfin voilà. Et en fait, on a eu cette chance, c'est qu'il y avait beaucoup de jeunes qui avaient une formation ou pas finie. Enfin, et puis, comme ce service a été créé, en fait, on s'est servi aussi de ces jeunes qu'on avait déjà pour des emplois pas toujours précaires, enfin plutôt précaires, et puis de la formation. Et maintenant, ça fonctionne vraiment bien. Reims labellisé 100% éducation artistique et culturelle. Je sais que ce n'est pas votre périmètre. Mais j'imagine que c'est une belle fierté. Ah oui, alors c'est vraiment au niveau culturel, c'est bien, mais ça c'est pareil, dans le cadre du PEDT, je ne vais pas répéter à chaque fois, c'est un axe du PEDT, il y a plusieurs axes, notamment la culture, le sport, et parce que la culture, en fait, c'est un patrimoine commun, en tout cas on peut tous se retrouver autour de la culture dans un musée, et puis je pense que les enfants... En plus à Reims, la Cité des Rois. Oui, aussi, puis avec un beau musée dans quelques années qui sera complètement refait, là, le musée des Beaux-Arts. Et je pense que c'est un sujet qui n'est pas partisan, et puis qui fait découvrir beaucoup de choses aux enfants. Et les enfants, il faut leur faire confiance parce que ce sont des petites éponges. Donc moi, je considère qu'il n'y a pas un bon enfant ou un mauvais enfant. Je pense que c'est juste un enfant qui n'a peut-être pas été pris suffisamment en considération, vers lequel on ne s'est peut-être pas assez tourné. Et la culture, c'est un très très bon moyen de leur faire découvrir plein de choses, de leur ouvrir l'esprit, et puis de travailler les uns avec les autres, et puis d'apprendre le respect de l'autre aussi. Et ça me paraît très important. 66 itinéraires d'éducation artistique et culturelle, rien que ça, à Reims. En tout cas, c'est un réel bonheur pour les petits Rémois. De manière générale, comment on repense l'espace pour le scolaire, le périscolaire? On a parlé de développement durable forcément. Il y a une grosse interrogation justement sur le fait de rebâtir l'espace de vos établissements. Ah oui, alors ça a été un sujet il y a déjà 3-4 ans, dans le cadre, quand le précédent ministre, M. Blanquer, a décidé le dédoublement des classes dans les écoles REP+, donc réseau d'éducation prioritaire et réseau d'éducation prioritaire plus. Avec des résultats? J'espère, je pense. Je le pressens, mais j'attends avec beaucoup d'impatience des résultats concrets pour ceux qui sont rentrés au début et puis quand ils vont aller en 6e, là, j'aimerais voir. Mais en tout cas, ça nous a... Alors, c'est une très bonne intention, parce que dédoubler les classes et se retrouver avec des groupes de 12 au lieu de 24, voire pire. Mais pour le coup, nous, dans la mesure où nous sommes responsables des bâtiments, il a fallu qu'on fasse de la place dans les écoles. Et donc, alors... À Reims aussi, on doit pousser les murs? Ah, voilà, c'est la crise du logement. Même si la démographie est en baisse,
Par contre, tout ce qui est temps périscolaire, c'est en augmentation incroyable sur Reims. On a plus d'enfants en périscolaire, plus d'enfants en restauration scolaire, malgré des effectifs qui baissent. Donc, on va dire que c'est peut-être la rançon de la gloire, j'espère. Mais effectivement, il a fallu repenser l'utilisation des écoles et même des classes, parce que pour avoir des classes, on a dû supprimer quelquefois l'ABCDR, là où on mettait les bibliothèques, diminuer les salles de psychomotricité. Alors tout ça, c'est un peu schizophrène, parce qu'on sait que c'est des salles dont les enfants ont besoin. Mais pour autant, donc, il faut faire des choix. Donc, on les a faits. Et pour l'instant, ça se passe pas trop mal. La loupe, c'est avec Alix Nguyen. Et Alix, l'an prochain, le breakdance fera son apparition. Oui, j'ai dit le breakdance. Le breakdance fera son apparition aux Jeux Olympiques et la finale du Championnat de France 2023 a eu lieu justement à Reims. Et oui, c'est la Fédération française de danse qui a décidé de porter son choix d'organisation sur Reims. Le breaking y est en effet particulièrement présent, notamment grâce au studio 511, une école de danse spécialisée dans les danses urbaines qui compte 1200 élèves. Fucking lit, man, I'm just fucking lit. Drink a bottle of this shit, man, bottle of this shit. I'm about to write a hit, man, about to write a hit. No, I'm never gonna quit, man, never gonna quit. I just took another hit, man, took another hit. I'm about to lose my shit, man, about to lose my shit. Does she have a fucking wristband? Yeah, she needs that shit. Better get her out real quick, man. Et le breakdance a été reconnu sport de haut niveau en 2019. Pour rappel, il est né dans le Bronx dans les années 70. Les B-boys et les B-girls se défiaient en pleine guerre des gangs par des duels de danse pacifiques appelés battle. Et pour cette session 2023, l'Arena de Reims a donc accueilli la 3e édition du championnat de France de breakdance. 2 heures de spectacle pour établir le classement national et décerner les titres de champion et championne de France 2023. Le Guyanais Danny Dan a conservé son titre de champion de France et la B-girl Sissi s'est quant à elle imposée pour la première fois. La big girl, effectivement, on la voit en photo, merci beaucoup. Alix, Reims, ville dynamique, ville ô combien sportive. Oui, et puis alors pour parler du studio 511, pardon, c'est intéressant parce que c'est parti de l'initiative d'un jeune qui habite sur le quartier Croix-Rouge et puis qui vraiment quelqu'un, c'est monsieur Ismaël Tagaé et c'est important de retenir son nom parce que c'est vraiment l'exemple de quelqu'un complètement impliqué pour sa ville, pour les jeunes et puis il avait son club petit, il intervenait en périscolaire d'ailleurs tout au début. Ah, donc vous le connaissez bien. Ouais. Et puis voilà, il est monté en puissance et puis maintenant vous avez dit plus de 1000 élèves avec maintenant une dimension qui a dépassé la dimension de la ville, même nationale voire internationale, donc voilà, des initiatives comme on pourrait en trouver dans beaucoup de villes, beaucoup de quartiers. Et alors avec le soutien évidemment de la municipalité. Et voilà ce que ça peut donner. Donc c'est un bel exemple. Ça c'est pour la partie amateur, effectivement, avec Ismaël Tagaé, c'est ça. Oui. Il y a aussi la partie professionnelle avec le foot, bien sûr, le mythique stade de Reims. Quelle est l'importance de la pratique sportive dans une ville comme Reims ? On a besoin d'en faire sa promotion ou c'est même pas la peine au final ? Avec le stade de Reims, on vit un peu sur, je dirais, nos acquis. Ouais. Mais pour autant, c'est une politique aussi qui est mise dans mon fameux PEDT, toujours. Et on en a toujours à ce fameux PEDT. Ah oui, c'est important. Pour moi, c'est la colonne vertébrale. Et donc, avec un élu en charge du sport, Raphaël Blanchard, qui voilà, dynamise beaucoup les choses aussi. On fédère les clubs. Enfin, on a mis beaucoup de choses. Et puis, on va avoir un gros plan surtout de rénovation des gymnases avec voilà, on parlait de rénovation énergétique, voilà, mais aussi pour les gymnases, donc ça c'est important. Et puis comment faire travailler tous les clubs le plus possible ensemble. On a l'école municipale des sports, donc justement là on a 300 places. Donc ce sont des jeunes qui viennent le matin, le mercredi matin, et puis au bout de 6 semaines, quand ils ont décidé de quel sport. On a même une aide pour les familles, pour qu'ils puissent s'inscrire dans les clubs de sport. D'accord. Et puis pour les aider à pratiquer tout au long de l'année. Donc oui. Ça aussi, ce sont des choix politiques. Vous parlez de ces choix politiques, effectivement. Oui. Parce que... Donc pas la gratuité, mais quand même une aide substantielle pour pouvoir effectivement... Comme la culture, le sport, voilà, je vais enfoncer une porte ouverte, mais c'est vecteur de tellement de valeurs dont on a vraiment besoin en ce moment. Ouais. Donc plus on sera nombreux à rappeler ces valeurs, à les faire vivre surtout, parce qu'on peut le dire, mais après il faut le faire, c'est mieux. Donc on y va.
Est-ce que vous pouvez nous parler du centre d'éducation à l'environnement de Villers-Aléran ? Villers-Aléran. Alors, voilà, ça c'est. On a deux maisons, enfin 2 centres à Reims. On a Villers-Aléran à Reims et on a la Grainetière à l'île de Ré. Ça a été des donations, de familles rémoises dédiées aux enfants. Et donc, on investit beaucoup sur ces bâtiments. Et Villers-Aléran, on souhaite y faire passer. Alors, moi, vous allez me charrier, je le sens. Je vais redire PEDT. PEDT la prochaine fois, vous regardez, je le dis. Et effectivement, moi, j'ai souhaité que, comme on avait ces bâtiments, c'est vraiment dans la nature, il y a de la forêt, il y a le parc national régional à côté, enfin, plein de choses disponibles. Donc, c'est comment on emmène le plus d'enfants possible, en classe de découverte notamment, sur ce lieu. Et là, il y a un partenariat avec l'Office national des forêts, enfin, donc plein d'activités pour les enfants. Et ça, moi, je souhaite que chaque enfant du premier degré de la ville de Reims y soit allé au moins une fois. Donc ça, c'est un travail à mener aussi avec l'éducation nationale. Donc c'est avec leur classe. Oui. D'accord. Et on le fait aussi pendant les vacances. Et là, quand c'est les petites vacances, c'est plutôt... Là, c'est moi, c'est la jeunesse, c'est la ville. Donc ça, c'est un petit peu différent. Mais des fois aussi avec les maisons de quartier. Donc on valorise ce lieu pour leur dire, allez, c'est à 20 minutes en bus, même pas. On met les bus à disposition. Emmener les enfants. Et qu'est-ce qu'ils y font exactement ? De tout. Alors, ça peut être des courses découvertes, chasse au trésor, mais surtout aussi une initiation à tout ce qui est biodiversité, l'apprentissage, tout ce qui concerne la nature. Ils plantent, ils sèment, ils vont voir les oiseaux. Enfin, je vous le caricature un peu, mais il y a vraiment un projet éducatif. Non, mais on fait un peu plus. C'est parce que je n'ai peut-être pas les bons mots, mais il y a vraiment une vocation éducative, pas au sens éducation nationale, mais voilà, et découverte. Est-ce que vous encouragez vos établissements à Reims à obtenir des labels écologiques? Parce qu'on a vu qu'effectivement que c'était des labels assez durs à avoir, mais qu'une fois qu'on les avait, il s'est créé une certaine émulation, que c'était assez puissant. Alors, si vous parlez des écoles, il faut être plusieurs. Il faut aussi avoir l'éducation nationale. Donc, nous, on n'impose rien. Moi, j'aime bien travailler, on propose... Pas imposer, encourager. Voilà, c'est ça. Et donc, voir un peu... Les labels E3D et compagnie. Si des directeurs d'école, des enseignants, parce qu'il y a des équipes éducatives vraiment extraordinaires, il faut le souligner. Et donc, après, voilà, on est dans l'humain quand même. Donc, quelqu'un qui a plus d'appétence pour un sujet ira plus facilement, un autre moins. Donc, voilà, on prend tout ça en considération. Mais dès qu'il y a une bonne initiative, on l'encourage, voire on la subventionne. Et puis là, on a un plan qui va arriver sur la rénovation des cours d'école. Parce que vous disiez en préambule, on a 104 écoles, mais alors avec un patrimoine hyper éclectique, c'est-à-dire du 19e jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Hétéroclite aussi. Et voilà. Donc là, je lance une grosse étude avec un cabinet qui va aller voir toutes les cours, toutes les 104 écoles. Et justement, je vous disais, on ne fait pas de copier-coller, on va essayer de voir qu'est-ce qu'une cour d'école aujourd'hui, 21e siècle, on parlait du développement durable, mais moi je suis aussi très attachée à tout ce qui est psychomotricité. Donc comment construire un cadre qu'on espère partager avec l'éducation nationale, les parents et surtout les enfants. Et puis à partir de là, chaque cour sera, quand elle devra être faite, on saura ce qu'il doit y avoir en termes d'équipement, parce qu'on a souvent fait une marelle, un terrain de sport, mais maintenant, voilà, il y a plein de choses qui ont évolué. Et les enfants ont évolué aussi, les pratiques de l'éducation nationale ont évolué. Et puis moi, ce que j'ai envie, ça évolue aussi, donc on y va. On parlait tout à l'heure effectivement de la redéfinition des espaces, notamment dans la dimension développement durable. Est-ce que la thématique de l'inclusion est prise en compte ? Évidemment. Alors, pas parce que uniquement c'est une obligation, c'est parce que voilà, ça nous paraît évident. Il faut que le plus d'enfants possible puissent accéder à tout ce qu'on propose au sein des écoles, même en périscolaire, mais avec quand même quelques difficultés. C'est que souvent les parents, ce dont ils ont besoin, c'est des temps de répit. Mais en fait, l'école, c'est pas le temps de répit pour les parents ou la garderie. Enfin, il y a un sens. Donc, il faut aussi qu'on travaille avec la MDPH, mais aussi avec les familles, parce que nous, en périscolaire, le sujet, c'est que nous n'avons pas les personnes formées pour accueillir vraiment un certain niveau de handicap. Donc ça, c'est un travail qu'il faut déjà mener aussi avec la MDPH, parce que quand ils notifient tant d'heures dans l'école, les parents
comprennent, c'est dans l'école, mais ils ne s'y passent pas toute la journée la même chose, même le temps du midi, le temps du déjeuner, pas la même chose. Donc il faut des AESH qu'on n'a pas toujours, mais ça, je serais malheureusement pas la seule à vous en parler. Oui. Donc voilà. Après, on essaie de mettre en place des contrats de coéducation, si possible, avec les parents. On dit voilà, et même dans le temps extrascolaire. Ça marche comment, les contrats de coéducation avec les parents ? C'est souvent les animateurs, justement, ou au niveau de la jeunesse, ceux qui gèrent les temps extrascolaires, une rencontre avec les parents, comprendre ce que veulent les parents, ce dont l'enfant est capable aussi, parce que du temps en collectivité, quand on commence à 8h30 le matin jusqu'à 18h, c'est long quand même. Hein. Donc moi, je suis attentive à ce que l'enfant, quand il est pris en charge, il doit être bien traité. Et donc, quelquefois, c'est vrai, on est amené à dire des choses aux parents. C'est pas toujours ce qu'ils ont envie d'entendre, mais quand on parle bien de l'enfant, on devrait y arriver. Et il est arrivé que des enfants, je dis non, on n'est pas en capacité de les prendre. Moi, je l'assume. Et pas parce que je n'ai pas envie, pas parce que c'est pas bon ni pour le groupe, oui, les ni pour l'enfant. conditions ne sont pas réunies, bien sûr. Et je ne veux pas mettre un enfant en difficulté et le maltraiter, surtout pas. Moi, j'ai une question sur le plan de la formation. Comment est-ce que vous aidez les jeunes à choisir une carrière et à se préparer pour le marché du travail ? Alors ça, c'est compliqué. Normalement, c'est plutôt le rôle de l'école, ou en tout cas de l'éducation nationale, voire même, oui, puis un peu le rôle de la région aussi, parce qu'on a cette compétence. Les conseils régionaux ont la compétence orientation. Alors, surtout la promotion des métiers et des formations. Mais très honnêtement, quand les parents me sollicitent, quand on vient me demander, j'explique. Mais c'est pas le rôle de la collectivité, c'est pas le rôle de la ville de Reims. Il y a les missions locales qui font ça très bien. Il y a les écoles de la deuxième chance quand les jeunes sont beaucoup plus éloignés. Il y a vraiment des professionnels pour ça. Donc nous, à la limite, dans la mesure où je suis aussi conseillère régionale, je peux servir de facilitatrice, médiatrice, mais après, c'est chacun son rôle quand même. J'aime bien l'expression « chacun sa part ». J'ai retrouvé ma question. Quelle est l'importance du numérique scolaire à Reims ? Alors, c'était très important, ça l'est toujours. Alors, quand on est arrivé en 2014, il n'y avait pas vraiment de plan numérique. C'était des appels d'offres. Tout à l'heure, je vous disais, selon que l'enseignant avait une appétence pour ceci, cela. Bon, voilà, la précédente municipalité accompagnait au cas par cas et au coup par coup, avec pas vraiment de budget. Et je me suis dit, on est quand même en 2014, il s'est passé des choses entre le stylet et la tablette, donc on était un peu, on va dire peut-être pas en retard, mais pas du tout en avance. Donc j'ai décidé de mettre en place un plan numérique. Mais c'est pareil, je l'ai co-construit avec l'éducation nationale, parce que moi, je ne voulais pas que la collectivité soit prise comme, comment dire, un carnet de chèques pour équiper les écoles, puisque c'est notre responsabilité. Donc j'ai dit, moi je veux bien, mais à condition qu'on partage un objectif. Et l'objectif, c'était les usages. Comment, parce que équiper c'est facile, on peut tous le faire, à condition qu'on en ait les moyens. Mais derrière, moi j'avais quand même cette volonté que dès le plus jeune âge, on leur apprenne non seulement à utiliser, alors maîtriser c'est prétentieux, parce que certaines études montrent qu'au lycée, ils ne maîtrisent toujours pas, mais au moins aussi apprendre aux enfants à utiliser un peu leur libre arbitre. Comment on cherche ? Est-ce que ce qu'on a trouvé, c'est ce que je cherchais ? Puis voilà, avoir un petit travail aussi autour de ça, de la recherche, et puis permettre aux enfants, dès le plus jeune âge, de dire « ah, ça c'est bien, ça c'est moins bien », voilà, libre arbitre. Mais tout ça, ça s'éduque, ça se prépare. On ne naît pas... Donc ça, les professeurs y veillent ? Oui, oui, puis nous, on y veille aussi. Parce que on avait, dans ce qu'on a mis en place, alors c'est quand même un plan qui coûte 9 millions d'euros depuis 2014. Mais chaque inspecteur de l'éducation nationale a dû travailler avec ses enseignants, ses directeurs d'école, puisqu'il y a 5 circonscriptions, c'est divisé comme ça, et a identifié les écoles qui étaient prêtes, moins prêtes, qui ne voulaient pas. Et surtout, c'est que moi, j'ai demandé dans cette convention qu'il y ait un plan de formation aussi pour les enseignants. Et là, du coup, c'est un travail qui prend beaucoup de temps, parce que envoyer les enseignants en formation, ça prend du temps, mais c'est important. Et on met aussi à disposition un bouquet d'applications sur les tablettes. Mais ça, c'est pareil. Au bout de quelques temps, on fait un point d'étape. C'est-à-dire qu'on demande aux enseignants, l'éducation nationale,
de regarder est-ce que ces applications-là sont nécessaires, pas nécessaires. À une époque, on s'est retrouvé avec 150 applications. En plus, le budget, je vous dis pas. Donc là, on a dit, oups, non, on n'a peut-être pas besoin d'autant. Donc, avec les inspecteurs du numérique, les e-run, on a retravaillé tout ça. Et l'intérêt, c'est de travailler tous ensemble. Et nous, on a des moyens, on a des compétences, l'éducation nationale en a d'autres, mais voilà, on construit avec un objectif commun. Enfin, moi, à Reims, je suis assez fière quand même de ce qu'on a mis en place avec l'éducation nationale. Avec une certaine efficacité, parce que c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y en a qui reviennent un petit peu sur cet engagement concernant le numérique scolaire. Vous vous dites, banco. Nous, on a dit on y va. Alors, la feuille de route, enfin, le catalogue, le carnet de commandes de l'éducation nationale, au départ, était évidemment... Mais j'ai dit, attendez, il faut qu'on revoie. Qu'est-ce qu'on veut? Pourquoi faire? Parce que ça n'a pas de sens d'avoir 10 photocopieurs, 30 vidéoprojecteurs. Donc, on s'est mis d'accord sur un socle de matériel. Ils ont expérimenté, ils ont donc choisi. Donc, nous, et puis maintenant, on a... On n'est pas loin du PEDT, là. On est dedans. On est dedans. Mot magique, vous l'avez vu, mais on est complètement dedans. Je savais. Merci beaucoup, Véronique Marchais. C'est moi. Merci d'être venue nous voir aujourd'hui. Véronique Marchais, première adjointe au maire de Reims, déléguée à l'éducation, à l'école durable et la jeunesse et au PEDT, on l'a compris. Merci. Alix, à très bientôt. J'espère vous revoir très bientôt. Merci. Pour faire un nouveau point d'étape concernant l'éducation dans cette très très belle ville de Reims. Excellente journée à notre compagnie.